En termes de population, l'OMS reporte un individu sur 6 qui souffre d'infertilité aujourd'hui. Plus une tendance sociétale assez évidente de génération Z, génération alpha, qui aurait tendance à décaler ses désirs de famille autour plutôt des 35-38 ans, ce qui ne correspond pas en fait à la réalité d'un corps qui, après 30 ans, commence à être plutôt en baisse de production d'ovules. Et pour les hommes, c'est pas beaucoup mieux. 50% des cas d'infertilité viennent des hommes et la qualité du sperme chez les jeunes n'est pas très très bonne non plus, entre autres les cigarettes électroniques, l'alcool et autres choses qui se rajoutent, qui font que l'infertilité est un marché énorme en fait qui est en train de se développer. Rajoutons par-dessus un morceau du marché qui est énorme, qui est en train d'arriver au Mexique, qui est celui de la GPA. Donc, alors on dit GPA, tant que c'est un acronyme, ça ne me dérange pas, mais sinon, nous, on parle plutôt ici de gestation substituée. Alors, quelqu'un Tu peux définir ce qui terme? substitue la personne qui aurait dû porter l'enfant. Très fréquemment, dans les études qui sont faites sur l'engagement, il y a une des questions qui est de savoir si tu as ton meilleur ami au travail. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire engagement, comment ça, my best friend at work? Et puis en fait, quand tu grattes un peu, tu comprends la question et tu te rends compte qu'il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de gens qui sont engagés quand ils ont quelqu'un avec qui ils vont parler au travail. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Vincent, Bonjour. bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je te remercie de m'accueillir ici à Mexico. Je suis ravi de t'interroger aujourd'hui. Merci de me mettre dans ce programme. J'avoue que c'est toujours un peu flatteur d'être reçu, d'être interrogé sur sa carrière, son histoire, et donc bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, me raconter ton parcours, essayer de le résumer. Ça va être compliqué en quelques minutes. On va y revenir tout au long de cet épisode. Et surtout, me présenter tes fonctions actuelles. Ok, alors si tu sous-entends que résumer, parce que j'ai 50 ans, ça va être un peu long, je vais essayer de le faire comme si j'avais 30 ans. Moi je suis d'origine de la région de Lyon. J'ai étudié principalement à Lyon jusqu'au lycée. Ensuite, je suis rentré à l'université à Lyon pour étudier la partie scientifique. Après mon doc, je suis rentré à Normal Sup pour faire ce qu'on appelait un magistère, donc une entrée parallèle donc j'étais pas normalien, mais ça m'a permis d'aller jusqu'à mon DEA. Et ensuite, j'ai intégré l'université de Rennes 1 et l'agro de Rennes pour faire mon doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. Donc, de carrière, ça c'est un mot qu'on utilise pas mal dans cette partie du monde. On dit de carrière parce que finalement, de travail, c'est assez loin de ma carrière, enfin pas très loin. Mais après ça, en fait, j'ai fait 3 ans de recherche que je n'ai pas vraiment apprécié, ni le côté laboratoire, ni le manque de communication. Donc j'ai décidé de faire un MBA juste après. Je l'ai fait à l'EM Lyon. Et de là, on m'a proposé de partir travailler en Argentine pour, à l'époque, c'était Aventis Pasteur, qui serait le groupe Sanofi aujourd'hui. Je suis monté dans l'avion sans trop d'expérience. Premier voyage, 1re lacune géographique. J'ai préparé, c'était le mois de juillet, une malle très, très estivale, très verano, comme on dirait ici. Et en fait, je suis arrivé en plein hiver. Donc, on va dire que c'était les premières expériences croustillantes de l'expatriation du mec qui connaît rien au reste du monde. Et je suis resté 2 ans et demi en Argentine. J'étais parti pour 6 mois, puis j'ai changé de boîte. J'ai trouvé une autre boîte, Stellergen, qui m'a proposé de rester, de monter leurs activités. Ça m'a beaucoup plu et puis je suis revenu juste, au moment où la crise était devenue insupportable et puis, inconcevable pour faire la suite des activités. Donc, c'était mon entrée dans l'industrie pharmaceutique et on va dire qu'à partir de là, mon travail et ma carrière professionnelle, c'est plutôt celle d'un directeur marketing et commercial dans l'industrie pharmaceutique. Ça a commencé en 2000, quand je suis arrivé en Argentine, plutôt sur le marketing. Ensuite, je suis rentré à Paris, pour une boîte qui s'appelait UCB Pharma, et j'ai travaillé pour eux, pour l'Afrique, et les pays francophones hors territoire français. Et je leur ai demandé de revenir en Amérique latine assez rapidement. 2006, expatriation et voilà. J'ai continué ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. Donc
C'est un petit résumé, mais j'en garde pour la suite. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu pars en Argentine, au début de ta carrière après avoir fait, Ouais, alors ça, c'est toujours 6 études? difficile de l'expliquer. Ouais. Il y avait cette envie peut-être de partir loin de la France, déjà. Une envie d'être un peu, isolé du reste des Français, découvrir ce que c'était le reste du monde. Une envie de vivre ma vie à moi. Donc j'avais déjà commencé à la vivre quand j'étais en Bretagne. Je suis parti de chez mes parents assez tôt. Mon DEA, c'était Marseille, donc j'avais mon premier appartement. Ensuite, Saint-Brieuc, pareil, 1er appartement. Et puis quand je suis rentré à Lyon, du coup, en retour chez les parents, là, je me suis dit: «Ça peut pas durer». Donc il a fallu que je trouve quelque chose. Alors j'étais déjà en couple. Heu, C'était une histoire un peu bizarre, parce que je suis resté en couple assez longtemps avec cette personne-là, et quand je suis parti en Argentine, je lui ai dit que je partais pour, 6 mois, et en fait, je suis jamais revenu. Donc il y avait vraiment, je pense, ce besoin de partir et de vivre ma vie tout seul, et c'est sans doute ce qui m'a fait monter dans l'avion. Un peu incohérent, comme je le dis, je suis parti, en pensant que c'était l'été alors que c'était l'hiver, j'avais oublié que c'était l'hémisphère sud. Mon espagnol je l'avais repratiqué en laboratoire de langue, mais on peut pas dire que c'était ma langue, préférée, l'anglais non plus, hein, comme tout Français, de ma génération, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je suis monté dans l'avion et j'ai trouvé ça tellement fantastique, évidemment, dès que je suis rentré, un peu à contre-cœur, je pense que si la crise argentine de 2002-2001, n'avait pas eu lieu, je serais resté en Argentine et j'aurais trouvé mes opportunités là-bas. Bon, je suis rentré, je suis parti en Afrique et j'ai demandé à UCB de me trouver un poste en Amérique latine dès que possible. Bah, il faut faire ses preuves, mais en fait, il se trouve que 3 ans plus tard, ils me proposaient de venir au Mexique, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Tu pars au Mexique avec UCB et puis tu vas intégrer Ferring Pharma. Alors je pars au Mexique avec plein de choses, parce que à cette époque-là, je m'étais déjà pacsé. Quand je suis rentré d'Argentine, très peu de temps après, j'ai rencontré, Jean-Olivier qui est devenu mon mari. Donc c'était 2003, on s'est pacsé en 2005 puisqu'il y avait pas de mariage en France. On s'était tout de suite dit, lui habitait en Allemagne et du coup il m'a rejoint à Paris. Il a quitté son job, du Méridien en Allemagne où il était là-bas depuis 8 ans. Donc c'était déjà aussi quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait vivre à l'extérieur. Et une fois à Paris, on s'est dit: «Bah, voilà, le premier qui a une opportunité, l'autre suit». Voilà, c'était à peu près la règle, et on avait quand même visé l'Amérique latine. Moi, partir en Allemagne, ça me branchait moyen, même si j'avais essayé d'apprendre l'allemand, mais c'était juste pour le draguer à l'époque, en me disant: «S'il y a pas d'autre opportunité, j'irai vivre en Allemagne, donc il vaut mieux que j'apprenne l'allemand». J'avoue que c'était hyper dur, et quand il m'a dit: «Je vais à Paris», j'ai jeté la méthode Assimil, à la poubelle, et j'ai dit: «Plus jamais», quoi. Heu Quand UCB m'a proposé de partir au Mexique, évidemment, avec Jean-Olivier, on était ravis. On a juste dit: «OK, on part, quoi». Donc on était pacsés, la société reconnaissait notre Pacs, donc c'était plutôt facile. Donc on est parti avec, cet encouragement de la société qui acceptait notre relation, de couple, et puis, l'idée de découvrir le Mexique et de voir combien de temps on allait rester. Et c'était 2006, on est parti en juillet, et puis, voilà, on est encore par là, quoi. On n'a pas bougé, on est resté expatriés depuis 2006. Et en dehors peut-être, du manque familial, aucun des 2 n'a envie de retourner travailler en France. Alors la migration, tu me parlais de Oui, Ferring. je te parlais de Ferring, est-ce que tu peux revenir? Parce qu'ensuite, après UCB, tu Ouais, bascules ouais, sur alors il se trouve Ferring. que donc, chez UCB, je m'occupais de l'Amérique latine, et des distributeurs et de tout leur marché hors filiale, qui était la seule filiale étant le Mexique à l'époque. Donc j'ai eu l'opportunité de voyager sur tous les autres pays et d'avoir des partenaires distributeurs dans tous ces pays-là, et d'apprendre à les connaître. En 2009, une grosse partie du portfolio du CB est vendue à une autre compagnie, Glaxo, SmithKline, et donc les stratégies changent, on a des nouveaux produits blockbuster. Moi, on me propose, finalement d'ouvrir, la filiale au Brésil. Donc on décide avec Jean-Louis quand même d'aller voir, c'est São Paulo. Moi, je connaissais parce que j'étais allé travailler souvent. Ça me branchait plutôt de mon côté, d'avoir cette opportunité, parce que en fait, j'avais déjà, couvert toute la partie distribution, et puis le portfolio qui se diminuait, moi, ça m'intéressait moyennement. J'étais branché sur les nouveaux blockbusters, mais ils étaient pas encore là, donc je voulais vraiment, avoir cette opportunité d'ouvrir une nouvelle filiale. Donc j'ai commencé, j'ai ouvert la partie laboratoire, et puis, alors j'avais 2 problèmes, mais le principal, c'est que mon mari était moyennement branché pour aller au Brésil. Il trouvait que São Paulo était plutôt dangereux. Entre-temps, on a eu 2 enfants, avec, des méthodes de GPA. Donc quand on parlait de bouger en 2009, ça voulait dire, notre fille qui avait 1 an et notre fils qui venait de naître, et pour bouger en 2010, donc c'était aussi un peu chaud, et il trouvait que,
peut-être c'était pas le meilleur moment pour bouger avec 2 enfants en bas âge, bref. Tout ceci fait que le Fering a le temps de taper 3 fois à la porte et un peu comme au théâtre, à la troisième fois, je décide de répondre à l'attente de Fering. Je me rencontre avec un chasseur de tête et bingo, le projet me plaît. Je dis: «OK, essayons». Je me rends en Suisse pour rencontrer le CEO, qui était un homme assez intéressant, avec un parcours assez chouette et puis, c'était un vrai CEO d'une boîte, donc moi ça m'intéressait assez parce que c'est une vraie position forte. D'ailleurs, c'était le dernier CEO, ensuite ils ont mis des CCO, des CEO, mais il y avait plus de CCO donc, moi le CEO ça me branchait bien et puis voilà, il y avait ce challenge de savoir est-ce qu'on change de société quand tu es déjà avec une société qui a pris en charge tes valeurs, ta famille, tu veux pas prendre le risque, de rester à l'étranger dans une société qui te reconnaîtrait pas. Donc mon gros challenge de l'époque et donc c'était 2010 quand j'ai passé mes entretiens avec le CEO, c'était de m'assurer que, Fering allait reconnaître aussi mon modèle familial. Alors, ça c'était je pense un des grands moments émotionnels de mes entretiens, de l'époque, ça a été de me rendre avec le CEO en Suisse et puis, à la fin de la présentation, parce que généralement un CEO, il te parle plutôt de la mission, des valeurs, enfin il rentre pas dans le détail de ce que tu vas faire comme job, quoi et je me rappelle que donc Michel me dit, «Voilà, Vincent», alors on parlait en français parce qu'il était québécois. Alors au début, il m'avait dit en anglais, mais évidemment, un Québécois qui parle anglais, qui se rend compte qu'il est un Français, ça dure pas longtemps. Je veux dire, au bout d'un moment, on est parti sur le français. Il me dit: «Bah, voilà, est-ce que tu as des doutes, des questions sur les valeurs?» Et là, j'ai senti un peu, tu sais, comme on dit, les guts qui te montent dans la gorge et je lui dis, «Bah, voilà, j'aimerais savoir s'il y a un problème, que je vienne travailler chez Fering, en sachant que je suis marié avec un homme et que j'ai 2 enfants par mère porteuse». Là, le temps m'a paru s'arrêter. En fait, ça a dû durer 4 secondes et il m'a répondu: «Mais, il y a aucun problème et d'ailleurs tu seras sans doute pas le premier et bienvenue chez Fering», quoi et là, ça a été on va dire le raz-de-marée parce que je me suis dit: «OK, si la boîte me plaît, les produits me plaisent», parce qu'en plus mes enfants étaient des enfants des produits Fering donc, quelque part il y avait un lien entre la famille, les produits et moi devenant un opérationnel dans cette boîte. Si en plus le CEO donc j'avais pas fait ça ici, hein, parce que mes premiers entretiens étaient au Mexique, mais j'avais résisté, à l'envie d'en parler au mec qui me recrutait. Même si c'était le président de l'Amérique latine, je me suis dit: «Je vais pas lui en parler à lui» parce que ne serait-ce que dans le doute qu'il ait lui un doute sur ce que va penser sa hiérarchie, ça va pas marcher. Donc j'ai fait un petit peu ce shortcut de demander d'abord au CEO. Alors évidemment, sortie du bureau du CEO, rendez-vous avec le DRH. Comme je viens de dire à votre patron, je suis donc marié, j'ai 2 enfants, «Ah très bien», donc là tout devient très bien. Le retour ici, du coup, alors je pense que le local était un petit peu vénère de ne pas l'avoir su avant. Je pense qu'il s'est un peu plaint avec la chasseuse de tête qui lui a dit en plus c'était une américaine, elle lui a dit: «Mais vous rigolez quoi, je vais pas aller vous raconter la vie personnelle de mon client, enfin je veux dire c'est complètement interdit», Bon et bref et tout ça s'est bien passé. Je suis rentré chez Fering donc en 2010 pour un job qui était de développer justement toutes leurs activités, à l'extérieur du Mexique avec des distributeurs Donc toi, qui avaient pas d'activité. tu commences à être basé aux États-Unis, Alors, au début des 2010, je suis recruté ici parce qu'on décide de rester ici. Tiens, OK. on voulait pas partir au Brésil, donc on se dit: «On va rester ici». On change de baraque, on rentre chez Fering et 3 mois après, Fering me dit: «Ah ben finalement on a changé d'avis, ça serait mieux si tu ouvrais le bureau Amérique latine depuis Miami, depuis les États-Unis». Alors, rebelote parce que on est plusieurs dans la famille, donc c'est pas comme si tu prends tes décisions tout seul. Je veux dire, j'étais plus le mec qui voyageait en célibataire. Donc rebelote, rediscussion. C'était pas une époque où les Français étaient forcément super bien vus aux États-Unis. C'était l'époque où on tirait des bouteilles de vin, dans la rue, machin, bref. Mon mari me dit: «Oh là là, faut partir aux États-Unis, la culture, ici on est bien, c'est Amérique latine». Bref, c'était une discussion qui, finalement s'est terminée évidemment sur un accord bilatéral. Donc, on est parti sur le process d'expatriation du Mexique vers les États-Unis, qui était plutôt mal fait par la société, pas très bien préparé ni anticipé. Donc moi, je suis parti avec un visa de travail H1. Notre mariage, alors entre-temps, on s'était mariés au Mexique en 2010 puisque le mariage, de personnes du même sexe, est accepté en mars 2010 au Mexique. On se marie donc le 6 avril 2010. On est le premier couple de 2 étrangers résidant, au Mexique à se marier.
et manque de peau, fin 2010, ça s'était pas passé ni aux États-Unis ni en France d'ailleurs, et les États-Unis ne reconnaissent pas notre mariage. Donc je me revois à Caracas dans une discussion avec les avocats de migration qui me disent: «Écoutez monsieur Payet, parfait, on a votre visa, vous allez pouvoir voyager dans 1 mois, je dis: «OK, très bien, et pour mon mari?» «Ah bah, on n'a pas trouvé de solution encore». Je dis: «Mais vous rigolez?» Il me dit: «Non, mais vous pourrez venir avec vos enfants, ils sont américains». Je dis: «Oui, mais et qu'est-ce que je fais de mon mari? Enfin, vous rigolez quoi?» Donc c'était une longue discussion et on a fini par lui trouver un visa, à l'époque de cohabiting partner qui était assez horrible à porter sur ses épaules parce qu'à chaque visite, à chaque entrée au territoire, en fait, on discutait sur la validité de ce visa. Il ne le connaissait pas, ça s'était sous-titré, en fait, gay partner, enfin bref, c'était quand même assez compliqué, mais bon, on a fait, au bout de 3 ans, on a renouvelé le visa, on a eu une green card, enfin bref, on a fait d'autres choses et puis, les choses se sont arrangées. Et donc 2010, Fairing, 2e chapitre, on va dire, je pars ouvrir le bureau, à Miami et ça a duré 8 ans. Donc j'ai constitué l'équipe Amérique latine à Miami, recruté des médecins, des chefs de produits, et puis on a structuré notre business, dans chacun des pays. J'ai changé le modèle de travail, donc j'ai recruté de la force de vente au Costa Rica, au Guatemala, au Panama, un peu de partout et donc ça a duré, 8 ans assez fantastique, et donc ça, c'était mon expérience Fairing et j'ai adoré. Jusqu'à ce qu'on nous demande de, restructurer le côté Amérique latine et qu'on me dise, «Ouais, en fait, c'est quand même dangereux d'avoir l'Amérique latine, basée sur le territoire américain parce qu'en cas de problème, ils vont indexer les pénalités sur le chiffre d'affaires de Fairing US». Évidemment, dans le monde pharmaceutique, les États-Unis représentent à peu près 55-60 du chiffre d'affaires, l'Amérique latine 5. Donc en cas de pénalité, être indexé sur les 60 du chiffre d'affaires de la société, les avocats ont commencé à grincer un peu et on m'a demandé de fermer le bureau de Miami, de demander à ceux qui voulaient s'ils voulaient partir. Évidemment, aucun d'eux n'a voulu partir. Avec la plupart étaient des latinos qui étaient arrivés là, avec la complexité que ça peut représenter d'avoir un visa, une carte verte, un passeport, une ciudadanía. Donc ils m'ont dit, «Non, non, mais nous, on ne veut pas partir». Donc le seul qui est parti, c'est moi. En Voilà, Colombie. en Colombie. Donc là, je ne reparle pas de la négociation, c'était encore une autre affaire parce qu'au bout de 8 ans, on se sent chez soi, quoi. Donc on n'était plus locataire, on avait une maison, on avait, refait notre maison intégralement. Les enfants, se sentaient chez eux, mon mari se sentait chez eux, donc on pensait même plus repartir, quoi. Et en fait, voilà, toute la question, c'était de savoir est-ce qu'on reste à Miami, on quitte Fairing et je monte, un projet. Donc j'ai commencé à travailler sur mon projet de tourisme médical, Health Tip Advisor. J'ai ouvert on va dire la 1re société, en LLC, incorporated. Hem Et puis, juste à ce moment-là, Ferring a commencé à dire qu'ils acceptaient plus que leurs employés aient des side activities. Donc ça, j'étais content, on change le book et puis, c'est à toi de gérer ton affaire. Donc j'ai arrêté de travailler pour la création de cette société et puis, on a décidé de travailler sur le projet de l'après, donc l'après Miami avec, la famille. Ça un peu compliqué, un peu dur à porter, mais mais voilà, on s'est décidé. Moi, Ferring a été, j'ai envie de dire dans la difficulté que ça pouvait représenter de me faire fermer cette filiale. Ils m'ont laissé le choix de l'après Miami et je pense que grâce à l'expérience que j'avais, aux bonnes relations avec les CCO, le CEO et autres, et mon histoire avec eux, j'ai pu choisir d'ouvrir une nouvelle filiale, de rentrer sur un projet d'intrapreneurship. Donc c'était déjà un peu dans la ligne de ce que je voulais faire. Je voulais monter une filiale, Mmh. voir l'expérience, savoir ce que ça voulait dire de créer une corporation, recruter des gens et tout ça, c'est ce qui s'était promis et c'est ce qui a été fait. Donc on est parti, moi je suis parti tout seul début 2018. La famille est arrivée en septembre pour la rentrée scolaire et on a monté Fairing Colombia et donc voilà. Donc voilà, l'histoire, on va dire, de Fairing. Pour clore le chapitre Fairing, après tu reviens au Mexique. Alors, ouais, c'est-à-dire que, je fais ces 3 années et demie avec Ouais. la Colombie. Moi, mon idée, c'était, ensuite de transférer ça à un Colombien, un local. Je veux dire, il y avait pas de raison de rester, j'avais formé déjà ma chaîne de succession, et là, on me propose de, reprendre, Fairing North, Latin America, donc
Là, ça devient aussi un projet intéressant pour nous. Alors c'était plus facile de convaincre mon mari et la famille parce ils avaient connu un peu le Mexique. Alors les enfants pas trop, mais ils en avaient beaucoup entendu parler. Mon mari, il savait que revenant ici, il allait aimer, donc ça, c'était plutôt cool. Et puis pour moi, c'était un nouveau challenge puisque ça voulait dire reprendre une grosse filiale du groupe, le Mexique, qui à l'époque était pas forcément dans le vert, donc plutôt dans le rouge, donc il y a un challenge financier. Il y a aussi une usine, donc de la production. Donc c'était, 2 entités légales différentes, une de production, une de commerciale, reporter une équipe d'un peu plus de 100 personnes et puis, un territoire, tout en gardant, puisque c'était partie de ma discussion, tout en gardant les autres pays de distribution dans lesquels j'avais des activités et ça me plaisait bien parce que je gardais une grosse partie de mon équipe. Donc 2021, par là, on est arrivé ici et puis j'ai repris la tête de cette boîte. Ça a duré, 3 ans et puis bon, j'ai envie de dire à la fin, au bout de 13 ans, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu et entre autres un qui est, tu es quand même l'expat qui est rentré, ça fait 13 ans chez Fering que tu es expat, tu es un peu le plus cher de de la team, voire même peut-être plus cher que ton patron et bon, voilà, il y en a d'autres qui poussent à la porte et donc moi aussi on m'a poussé à la porte. On m'a dit, «OK, bon, voilà, il faut peut-être penser à faire autre chose». Donc moi j'ai dit: «Bah, c'est peut-être là le moment de dire OK, de prendre ton chèque et de lancer ce C'est bon. projet que j'aurais pas lancé en parallèle puisque je pouvais pas faire de projet parallèle». Là, c'était de donner, justement un chèque, un support et dans un pays qui nous, correspondait bien et de dire: «OK, pas de problème, je prends le chèque, je monte ma boîte et j'avance en parallèle maintenant sur autre chose». Donc voilà, donc ça c'était octobre 23. J'étais pas forcément préparé à la décision de sortir du monde corporate, ça s'est pas forcément fait dans les conditions que j'aurais voulu. Mais bon, ça s'est fait et puis voilà, le mois suivant, j'étais déjà en train de déposer l'acte constitutionnel de ma boîte. Donc De le projet LG était là. Pfizer et de Cryogam, on va y revenir, qui sont aujourd'hui dans l'industrie de la fertilité. Mais est-ce que tu peux me raconter justement ce rapport que tu as à cette industrie? Parce que tu l'as expliqué, il est d'abord personnel, il est devenu professionnel. Est-ce que tu peux m'en dire un peu Ouais, alors plus? ça c'est pour ça que j'essaie de combiner toujours, l'aventure de la famille avec, l'aventure professionnelle parce que les 2 ont été très liés. Alors pour reprendre un peu, dans le même cursus, je reviens d'Argentine, je rencontre mon mari en 2003, le 27 juillet, je c'était un vrai coup de foudre comme dans les bouquins, c'est-à-dire que je le vois, je lui parle pas encore, je sais déjà que je vais faire ma retraite avec lui et que je vais mourir à ses côtés donc lui, pas tout à fait aligné, mais bon, du moment qu'il y en a un sur les 2, je veux dire, ça donne suffisamment d'efforts pour aller te battre et ça s'est passé comme ça, quoi. J'ai été derrière jusqu'à ce qu'ils me disent: «OK, on est ensemble». Mais ça s'est fait quand même seulement 6 mois, donc il a été assez vite convaincu. Il a changé de job, il est revenu vivre avec moi d'Allemagne. Lui travaillait dans la partie hôtelière, il était directeur commercial chez Méridien, ensuite il est passé chez Opodo à Paris et quand on est venu ici donc il a créé sa propre boîte et il a dit: «OK, moi je garde mes contrats Opodo, et je vais travailler depuis ici». Donc il faisait du home office et ça marchait plutôt bien et là on a découvert, un peu par hasard sur une série qui s'appelle, Six Feet Under que ta génération connaît certainement pas, mais la mienne la connaît à peu près. On découvre un couple de 2 mecs qui, décident, qui hésitent entre l'adoption et faire des enfants avec des mères porteuses et qui se décident pour une mère porteuse et là on se dit: «Mais attends, c'est quoi ce truc de mère porteuse, quoi?» C'est vraiment possible? Et donc on était début 2007, en janvier et je pense que la semaine suivante, mon mari appelle, aux États-Unis une agence qu'il trouve par internet, qui s'appelait Conceptual Options. Il dit: «Voilà, on est 2 Français, on voudrait, faire des enfants avec des mères porteuses, est-ce que c'est possible?» On lui dit: «Bah oui, OK, ça coûtait cher, ça coûte toujours très cher». Mais on avait, un backup avec, des héritages qui étaient arrivés, donc on a dit: «OK, on se lance». Et donc 15 jours suivants, on était à San Diego, dans une clinique, on donnait tous les 2 du sperme pour faire un spermogramme et valider que nos spermes étaient acceptables. On était le nez dans un catalogue pour choisir celle qui allait être la mère biologique de nos enfants et dans les semaines qui suivaient, on l'a rencontrée, on a signé les papiers et on s'est lancé dans cette aventure. Donc c'était 2007 et Maya est née, donc qui est la première en, février 2008. Donc elle vient de faire 17 ans
Et quand Maya est née, alors ce qui était assez amusant, mais à l'époque évidemment ça n'a pas eu de résonance, c'est que la clinique de San Diego, l'hôpital Scripps, il est de l'autre côté de la rue de Ferring, quoi. Alors tu avais le Ferring Research Center et tu avais la clinique de ce côté-là. Mais bon, à l'époque, moi je travaillais pas pour Ferring, je savais pas forcément ce que c'était, mais c'était quand même des produits qui étaient utilisés pour la stimulation justement de la mère donneuse d'ovules. Et donc quand on a eu Maya, elle est née donc aux États-Unis, donc entre-temps, on avait dû évidemment choisi une mère porteuse aux États-Unis, qui, pour nous, s'est convertie en d'abord, une grande amitié depuis 17 ans, qui était une femme afro-américaine, qui avait déjà eu un enfant, qui avait 3 ans. Donc tout ça s'est passé, fantastiquement pendant 1 an, grande aventure, Maya naît dans un petit, on va dire un petit village à côté de San Francisco. Ça fait un peu bizarre, mais il y a des petits villages à côté de San Francisco. Et on découvre à ce moment-là que Maya est la fille de mon mari génétiquement et donc il me dit: «Écoute, tu sais quoi? Monte dans l'avion et on recommence un cycle tout de suite, mais toi tu donnes ton sperme tout seul et on fait un deuxième bébé». Et donc rebelote, reparti à San Diego et la même mère donneuse nous donne des ovocytes une deuxième fois. Donc nos 2 enfants ont la même moitié génétique depuis celle qui nous a donné ses ovules. Cette fois, c'est moi qui donne mon sperme et on choisit une autre mère, porteuse, afro-américaine aussi et qui s'appelle Dana et qui est devenue une grande amie aussi. Donc on est en lien avec toutes ces personnes-là, donc on est une sorte de famille un peu extended. Pour nous comme pour les enfants, ça veut dire que quand ils parlent de leur famille, ils incluent qu'ils ont une mère donneuse, ils incluent qu'ils ont une mère porteuse et ils ont un vrai équilibre là-dessus. Enfin, je pense qu'ils le vivent très bien. Et donc ouais, on est rentré dans cette partie de la fertilité par la grande porte, c'est-à-dire par la porte d'être patient et de Mmh. vivre cette aventure. Alors évidemment après, Ferring me fait une offre, je fais pas tout de suite le lien et puis je fais le lien, je me dis: «Bah, voilà, mais c'est quand même la boîte dans laquelle il faut que je travaille». C'est eux qui m'ont aidé à avoir mes enfants. Donc je deviens aussi un peu le porte-parole de Ferring dans tous les pays où j'étais et évidemment je portais ces produits, à plein cœur, quoi. Je veux dire, c'est partie de la vie des gens quand tu offres, ces produits-là, de permettre d'avoir des enfants. C'était un monde pharmaceutique, assez différent du reste de l'industrie pharmaceutique, puisque tu travailles plutôt sur la création de la vie, en comparaison à l'industrie pharmaceutique classique où tu travailles sur des maladies, des cancers, donc on va dire, tu protèges la vie. Ici, tu la crées, donc tu crées du bonheur et ça, c'était une vraie passion et ça a été ma passion pendant 13 ans chez Ferring. Ce qui fait que quand je suis sorti de Ferring, à la fois, sur la base de mon expérience professionnelle, Amérique latine, sur mon expérience personnelle qui était celle d'avoir vécu la fertilité et l'infertilité, sur mon combat personnel et familial, on va dire je suis aussi assez activiste pour la communauté LGBT. Il est devenu assez évident que si je voulais continuer à être performant et en étant seul et sortir du corporate, il fallait que je reste sur le domaine que je dominais le plus. Tu maîtrisais, Et ouais. donc c'était la fertilité et voilà comment j'ai rebondi sur, je reste dans le domaine de la fertilité par la suite, quoi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, justement, ces nouvelles sociétés que tu as créées après avoir quitté, Ferring Pharma, Alors, Cryogam et Health Trip Advisor? il faut dire à 3. Il y en a 3, Il y en d'accord. a 3. Il en manque une, Une petite autre au milieu, on va dire la première c'était Health Trip Advisor. que tu as commencé aux Alors, États-Unis. j'ai commencé aux États-Unis, j'ai enregistré la marque aux États-Unis, sauf qu'elle est devenue un peu caduque puisque, j'avais pas d'activité commerciale associée, puisque j'ai laissé tomber, j'ai refermé la boîte et je suis parti en Colombie. Donc, cette société-là, son objectif, c'était de faire du, tourisme médical, évidemment orienté sur la fertilité, mais avec un objectif d'être une sorte de corporation dans laquelle on allait développer un premier segment qui était la fertilité, donc, que je connaissais le mieux. Sans doute commencer par les pays où j'étais basé et ensuite étendre sur d'autres pays et puis si ça fonctionnait bien, ouvrir un portal pour, alors les autres secteurs qui sont forts, qui sont, sans doute, la rhumatologie, la partie, cosmétique, esthétique, et la partie dentisterie qui sont les 3 segments sur lesquels, en raison des coûts dans les pays d'origine, les gens sont prêts à voyager. Donc l'idée étant de travailler sur le marché américain et de lui offrir une destination sur, l'Amérique latine
dans cet ordre-là de grandeur. Donc j'ai commencé à monter des business plans et puis, là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai marché, il y avait quelque chose à faire. Voilà, bon, bref, tout ça se met au placard pendant toutes mes années, chez Ferring en Colombie. Je reviens ici, je redécide de prendre le flambeau quand je sors de chez Ferring et en fait, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'ai dit: «Bon, d'abord, il faut que je monte une boîte». Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui disent: «Bah, d'abord tu, crées bien ton marché et puis tu montes ta boîte». Non, moi je suis un peu, je sais pas, old standard, mais j'ai dit: «Il faut que j'ai besoin d'être dans quelque chose qui existe». Donc je monte une boîte au Mexique. Alors bon, c'est pareil, tu recommences un peu ton aventure, tu trouves tes notaires, tu trouves un avocat, tu fais ton acte constitutionnel, tu crées ta boîte et donc je crée Health Tripadvisor qui donc, reste sur le même concept, tourisme médical et corporation. À partir de là, j'ai des cliniques qui viennent toquer à ma porte en me disant, «Ouais, mais on te connaît bien, on a acheté des produits chez Ferring, nous on a besoin d'un directeur du développement et directeur commercial pour travailler avec nous». Et donc j'ai ce premier contact, qui se rapproche et ce sont un mélange espagnol, mexicain. Ils ont 2 cliniques et ils me disent: «OK, nous on voudrait te prendre comme, l'assesseur de nos cliniques, directeur commercial, directeur du développement». Donc j'ai dit: «OK». Donc voilà, les activités d'Health Advisor aujourd'hui, elles sont à la fois sur des cliniques de fertilité sur lesquelles j'ai un rôle commercial et de développement. Et puis rapidement, ces gens-là aussi ont une boîte de distribution de médicaments de fertilité. Donc ils toquent à la porte en me disant: «Ouais, on a aussi pas de directeur commercial et ce serait pas mal si ta compagnie peut faire du développement pour nous». Donc je reprends ces activités qui sont celles qu'on va dire qui, sur cette première année, en fait, font vivre Health Advisor. Mais je garde en tête que c'est pas forcément l'objectif complet du projet. Je veux dire, je suis pas là que pour faire du consulting ou être le directeur commercial ad hoc du moment, donc il faut que je fasse autre chose. Et se présente, en fait, l'opportunité avec, des associés de monter une banque de gamètes, donc on reste dans le même secteur. Évidemment, pour eux, le banco, c'est que moi je connais le marché, je connais le Mexique, je connais l'Amérique latine, donc je suis capable de gérer le truc, je suis plutôt bon commercial et donc on décide de monter en juin l'année dernière Cryogam, qui est une autre société, dans lequel, moi j'ai à peu près 30, un peu plus de 30 des actions et sur laquelle, le marché est complètement collé au marché de la fertilité puisqu'il s'agit d'offrir des services de mise à disposition, d'ovules en donation pour, les autres cliniques qui ont des patients qui nécessitent de la donation d'ovules ou de donation de sperme. Donc on met ça en place, il y a à la fois un programme interne qui permet de capter des donneurs, anonymes qui souhaitent donner leurs ovules et qui souhaitent donner leur sperme et un programme commercial qui est donc de présenter des catalogues, sur ces donneurs pour pouvoir, on va dire, vendre le service. Donc banque de gamètes, ce que tu dis, c'est vraiment la traçabilité et le stock Oui, alors c'est un service de parce que tu peux pas commercialialiser des gamètes ni des tissus, généralement dans le monde et au Mexique en particulier, ça c'est pas différent. Donc en fait, quand tu factures un service de mise à disposition d'ovules, il s'agit à la fois d'avoir trouvé les donneurs, de les avoir sélectionnés, psychologiquement, laboratoire, génétiquement, d'avoir fait la collection parce qu'en fait, c'est pas qu'on te les donne, non, il faut faire un certain nombre de stimulations, de la chirurgie pour faire l'aspiration des ovocytes. Donc, c'est un process assez long. Et donc, nous, on a cette activité qu'on fait en parallèle avec les cliniques dans lesquelles je travaille, ce qui nous permet de construire une banque de gamètes. Et donc, on offre ce service-là aux autres entités. Donc, quand on leur facture un service de mise à disposition d'ovules qui ont été donnés et sur lequel nous, notre valeur ajoutée était tout le process de sélection et de storage qu'on a, au niveau de notre banque et d'avoir une diversité des profils des donneurs, hommes ou femmes. Et en parallèle, puisque le Mexique, reste, dans mon idée, un lieu de destination, médicale, touristique, je décide d'étendre ce service de mise à disposition au-delà des frontières du Mexique en proposant d'avoir des ovocytes, du sperme d'Europe, donc profil caucasien. Pourquoi? Parce que les Américains qui descendent au Mexique pour une raison de prix, des services de fertilité, quand ils ont besoin d'ovules ou de gamètes, ce qu'ils recherchent, c'est un profil caucasien qui leur ressemble. Ils ne sont pas intéressés par un profil latino. OK? Tout comme un asiatique va vouloir chercher un asiatique. Donc il fallait cette diversité et donc je me suis associé avec, une banque ukrainienne qui, eux, me fournissent le service en amont et moi, je fournis le service de delivery acquis. Donc, une association, qui est pas une association exclusive, mais qui me permet d'avoir un catalogue,
ouverts de, donneuses, ukrainiennes, sur lesquelles j'importe des oocytes congelés qui rentrent dans ma banque, ce qui me permet d'offrir le même service, mais avec une diversité d'origines aux différents clients que j'ai. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, Cryogam, qui est donc la deuxième boîte dans laquelle, je suis actionnaire et en fait, celle que j'ai réactivée il y a peu de temps s'appelle, Ferti TripAdvisor, qui est donc on va dire la fille de Health TripAdvisor, premier segment. Je suis assez linéaire dans mes idées donc parfois c'est peut-être trop, c'est-à-dire que parfois il faut savoir démordre un peu mais en l'occurrence, c'est pas trop mon style donc je savais que je voulais faire la première dans la fertilité, heu de Health TripAdvisor et donc j'ai créé Ferti TripAdvisor. Là, la trademark qui est enregistrée s'appelle Fertility Destination. C'est celle qu'on retrouve sur Facebook ou sur Instagram et là, même si aujourd'hui, tout n'est pas encore en place, mais l'idée, c'est justement d'avoir une plateforme d'ubérisation du service de fertilité pour, en particulier, les populations américaines qui souhaiteraient avoir des services de fertilité. Alors, toujours très linéaire, j'avais dit le Mexique, donc c'est le Mexique d'abord. Mais j'ai déjà des clients, Panama, Guatemala, Pérou, Colombie, que je souhaiterais ajouter sur la liste des destinations, avec l'idée qu'en fait, en tant qu'opérateur, du tourisme médical, l'objectif de Fertility Destination, c'est vraiment d'avoir des cliniques de haut standard, certification, diplôme des médecins, ce qui fait que tu peux, garantir la qualité du service que tu offres à tes patients quand ils souhaitent voyager à l'étranger. Le tourisme médical, c'est on va dire, quelque part, c'est une opportunité qui existe, mais ça reste compliqué de créer de la confiance. Confiance sur un lieu de destination qui est pas toujours connu des voyageurs et patients. Confiance sur le fait que la plupart du temps, tu paies, avant de faire ton traitement ou au moment de faire ton traitement, mais tu sais pas forcément où tu vas aller et donc je pense qu'il y a un espace ici, heu, qui pourrait se développer. C'est l'objectif de Fertility Destination, de mettre en place l'application qui correspond, le site web qui correspond, le réseau de cliniques qui correspond. Et pourquoi je parle d'ubérisation? Parce qu'il n'est pas pour moi, dans le bénéfice du tourisme médical, de mettre en contact directement le patient avec la clinique. En fait, ça crée une sorte de parallel trade entre ce que toi tu veux faire et contrôler le niveau de commission et contrôler ton patient et l'offrir à la clinique qui est ton partenaire. Au moment où la clinique commence à être en contact direct avec le patient, il y a de grandes chances qu'elle lui offre un discount supplémentaire et t'enlève le patient. Comme ce qui coûte là-dedans, c'est quand même le coût d'accès au patient, tu pas envie de perdre la traçabilité. Donc, c'est un projet à la fois de plateforme, Uber dans le sens que c'est toi qui contrôles les 2 côtés et c'est aussi un thème de, flux financier. Alors là, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, l'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a bien quelqu'un de fintech qui va s'intéresser au truc en disant: «Voilà, moi, je vais être un opérateur financier puisque c'est à moi qu'on envoie les honoraires et de la clinique et moi, je paye la clinique en gardant ma commission». Donc là, il y a de l'argent qui reste pendant quelque temps. Alors évidemment, c'est pas ma tasse de thé, ça, je sais pas gérer, mais il y a sans doute quelques personnes qui se mettront, derrière moi pour faire ça au moment. Donc c'est un peu ça l'idée, des différentes compagnies, que je gère. Alors j'avoue qu'aujourd'hui je les gère, pratiquement tout seul. Alors les cliniques, il y a des employés dans les cliniques, la distribution, il y a des employés dans la distribution. Cryogam, bah, j'utilise les employés de la clinique, mais toutes les parties commerciales, la partie stratégique, la partie développement, pour le moment, c'est juste moi et en fait, il y a un marché qui est en pleine croissance donc l'idée, c'est de savoir à quel moment j'aurais suffisamment ficelé, en fait, un projet, économiquement stable pour commencer à recruter des gens pour les ramener. Alors il y a le sachant que le tourisme médical au Mexique est en plein boom. Ça représente combien, enfin quelle taille de marché, au Bah, écoute, Mexique? le marché, le tourisme médical en soi, si tu prends, juste les Américains, donc l'année dernière, en 2023, c'était 1 200 000 Américains qui venaient se faire traiter au Mexique. Alors je parle pas de la fertilité en soi, hein, donc mais si tu parles d'un traitement de fertilité, un traitement de fertilité en moyenne, tu vas facturer à un patient, 40 000 $-50 000 quoi, tout compris. Voilà, donc tu as pas besoin forcément de ramener, 1 000 000 pour avoir ton business model. En termes de population, l'OMS, reporte un individu sur 6 qui souffre d'infertilité aujourd'hui. Plus une tendance sociétale, assez évidente, de génération Z, génération alpha, qui aurait tendance à décaler ses désirs de famille
autour plutôt des 35-38 ans, ce qui ne correspond pas, en fait, à la réalité d'un corps qui, après 30 ans, commence à être plutôt en baisse de production d'ovules et pour les hommes, c'est pas beaucoup mieux. 50 des cas d'infertilité viennent des hommes et la qualité du sperme chez les jeunes n'est pas très, très bonne non plus, entre autres les cigarettes électroniques, l'alcool et autres choses qui se rajoutent, qui font que l'infertilité est un marché énorme, en fait, qui est en train de se développer. Donc la tendance est là. Rajoutons par-dessus, un morceau du marché qui a été, qui est énorme, qui est en train d'arriver, au Mexique, qui est celui de la GPA. Donc, alors on dit GPA, tant que c'est un acronyme, ça ne me dérange pas, mais sinon, nous, on parle plutôt ici de, gestation, substituée. Donc, quelqu'un Est-ce que tu peux définir ce qui terme? substitue, la personne qui aurait dû porter l'enfant. Et là, en fait, il y a eu un mouvement assez fort depuis que l'Ukraine et l'Europe de l'Est, en fait, s'est fermée avec la guerre. C'était plutôt une zone du monde dans lequel alors, il y avait du tourisme médical, en particulier sur la partie, des mères de substitution et en fait, tout ça est arrivé vers la Colombie et le Mexique. Donc là, on a des agences européennes qui sont en contact avec moi, avec lesquelles je fais des deals pour leur offrir des cliniques et pour, justement pouvoir, accueillir tous ces, patients, beaucoup de Français. Alors ça les arrange bien qu'il y ait un Français de l'autre côté parce qu'ils cherchent quelqu'un de confiance, pour, monter leur business, mais il y a aussi beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, Espagnols, tous les pays où c'est interdit, en fait, les gens cherchent des solutions pour faire leur famille, quoi. OK. Ton plus grand défi aujourd'hui, quel est-il? Et alors mon plus grand défi, c'est d'arriver à faire de tous ces projets que j'ai dans la tête quelque chose qui, soit viable en termes économiques. Je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup de projets. Hem, Certains sont, me permettent de gagner ma vie, mais quelque part, j'arrive quand même d'un monde où j'étais CEO d'une boîte pharmaceutique. Tu montes ta boîte, il faut créer ta clientèle, quelle est ton histoire et j'avoue que, je dois être à 30 de mes expectations, quoi, à peu près. Donc, il faut que je transforme ce projet en quelque chose de viable. Mon challenge, c'est sans doute de trouver les bons partenaires. Je ne suis pas certain que les premières cliniques avec qui j'ai travaillé soient exactement les bons partenaires en termes d'image et de ce que je veux développer. Donc là, je suis en train d'en chercher d'autres. C'est aussi sans doute de faire rentrer des partenaires dans mon projet, donc d'arriver à convaincre et je suis pas un financier, en tout cas pas un financier pour lever des fonds. C'est-à-dire, je suis un financier de l'opération. C'est-à-dire, tu me donnes un PNL, j'ai aucun problème pour, entendre le business model et savoir comment, faire une entreprise rentable. Mais tu me dis demain, il faut présenter un deck à des investisseurs, 0 crédibilité, quoi. Je vais commencer à le raconter comme je te le raconte à toi. Donc sans doute que ça élève de l'intérêt, ça crée de l'émotion, mais au bout d'un moment, ils te disent: «OK, mais tu as pas un deck, un truc à me montrer, des numéros?» Et là, je dis: «Bah, je sais pas faire». Voilà. Donc là aussi, si, pour moi, c'est un vrai challenge parce que je pense que j'aurais pu le faire depuis longtemps et comme je me dédie plutôt à l'opération, à la stratégie, j'ai un peu, baissé les bras sur cette partie de faire le deck et je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui me dise: «OK, attends, mais au mieux, tu m'expliques, tu me payes, je te le fais et on avance». Donc ça, pour moi, c'est un challenge parce qu'il va falloir lever des fonds. J'ai déjà beaucoup investi dans ces sociétés. Le modèle et c'est le moment de le faire et donc il faut que je trouve les partenaires qui seront bankable et qui vont me dire: «OK, toi, tu es bankable, nous, on est bankable, on mettra l'argent, tu mettras les idées et la stratégie, mais on avance ensemble». Et ça, j'ai pas encore trouvé. Comment tu l'as géré justement cette transition du corporate à l'entrepreneuriat? Parce qu'elle est pas toujours évidente. Ouais, je crois que c'était un peu dans l'âme. C'est pour ça que j'avais sans doute commencé à faire quelque chose, quand je vivais à Miami et puis c'est aussi pour ça que j'ai pris ce projet chez Fering d'intrapreneurship pour voir ce que ça faisait de monter quelque chose depuis zéro. Et ça m'a beaucoup plu. Alors ensuite, comment tu le fais? Bon, alors si tu un bon chèque, on va dire quand tu sors de ta boîte, ça aide, parce que tu te fais un peu moins de stress. Bah, évidemment, tu baisses un peu on va dire ta qualité de vie, même si ça ne se voit pas forcément. Et puis tu communiques beaucoup avec ta famille parce que, moi dans ma famille, mon mari a arrêté de travailler pendant un certain nombre d'années, gérait les enfants donc tu te retrouves un peu avec celui qui a, le poids d'avoir fait vivre cette famille et assumer tous les coûts pendant, une quinzaine d'années et d'un coup tu dis: «Non mais là, on va vivre un peu comme des start-upers».
Et là, tu dis: «Attends, ça veut dire quoi ça? C'est quoi exactement vivre comme des start-upers?» Tu dis: «Ah bah, il y aura pas forcément des rentrées tous les mois, quoi». Et là, tu te dis: «Ouf!» Voilà. Et en fait, moi, ça, pour le moment, ça me fait pas encore trop peur parce que mes idées sont, plutôt pertinentes et que j'arrive à les vendre à l'extérieur. J'ai pas trouvé l'exact modèle et les partenaires parfaits pour tout lancer, mais je crois que mon mari, me croit à fond. Enfin, je veux dire, là-dessus, ça compte beaucoup, la confiance qu'on a l'un en l'autre. Il est persuadé que je suis sur la bonne voie, même si de temps en temps, je pense qu'il dort plutôt mal la nuit parce que ça stresse un peu, et qu'il préfère fermer les yeux un peu, à l'autruche, et dire: «Voilà, regarde pas trop les numéros, on verra bien ce qui se passe». Et moi, en fait, je suis resté dire du jour où je suis parti de chez Fering, en fait, j'ai fermé la porte chez Fering. Alors là-dessus, je suis peut-être un peu, c'est peut-être mon côté un peu féminin. Je suis capable de dire: «OK, c'est pas simplement que je tourne la page pour pouvoir revenir en arrière, c'est, j'ai fermé un chapitre et donc je continue d'avancer». Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'immédiatement, je suis rentré à la CCI, à la chambre de commerce, mais française, mexicaine. Ensuite, je suis rentré chez les CCE, comme, responsable du, commerce extérieur, basé au Mexique. Tout ça, ça crée un network que j'avais déjà, mais que j'ai amplifié. Donc, je suis allé chercher quelques mentors, le président de la CCI, j'ai aussi mon primo hermano qui est celui qui a grandi avec moi, qui est né 15 jours avant moi, à Lyon, qui habite, au coin de la rue, qui est patron de chez Pernod Ricard. Donc, c'est aussi un bon mentor et puis on a le même âge et puis, évidemment avoir un peu de famille autour, ça aide à avancer. Et mon idée était établie, donc il fallait la mettre en place, l'atterrir, trouver quelques partenaires pour commencer et donc je n'ai jamais arrêté de travailler. Je crois que j'ai dû prendre 3 semaines pour dire: «OK, c'est vraiment ça que tu veux, tu cherches pas un autre job». Les chasseurs de tête, je les ai rencontrés, je leur ai dit: «Non, je ne vais pas chercher un autre job pour le moment, donc mettez-moi sur le côté, vous me suivez, mais je veux monter cette boîte et c'est le moment de le faire, hein. C'est le moment de le faire parce que si j'étais reparti dans un monde corporate, en fait, ce côté, entrepreneur, je l'aurais jamais vraiment, assumé. Et là, bon, tu as un chèque, tu te dis: «OK, tu as quand même peut-être 1 an et demi, 2 ans devant toi pour arriver à être successful, donc lance-toi». Et donc le projet était clair, j'en ai parlé, j'ai partagé, j'ai trouvé mes avocats, j'ai trouvé mes notaires et j'ai fait la première boîte et mon premier client et puis on avance, hein. C'était ça l'idée, quoi. Moi, là, il y avait une nouvelle chose qui m'intéressait, c'était ce que le monde corporate, big pharma t'a apporté pour entreprendre aujourd'hui. Alors, ouais, c'est difficile de savoir tout ce que ça t'apporte. Ça t'apporte d'abord un environnement, standard, un environnement qui te permet de comprendre, la gestion d'une entreprise, l'opération, ce que c'est que le leadership, la création de confiance, la création de résultats. Dans un environnement qui est plutôt, safe, c'est-à-dire tu prends peu de risques, quand tu es patron dans une entreprise, pharmaceutique ou autre, du moment que tu es en haut de ton échelle, en fait, tu arrives à faire beaucoup de projets et l'environnement est plutôt facile parce que tu as des financiers, tu as des comptables, tu as des administrateurs, tu as des ressources humaines, donc tu vas te focaliser vraiment sur ta partie stratégique. Mais en même temps, tu présentes tes résultats, tu comprends ton modèle, tu vois sa rentabilité, mais tu prends peu de risques. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris, en fait, à la structure des business, à construire des business plans, des plans stratégiques, à vendre des idées, à créer des nouveaux projets, créer des équipes. Ça me paraît essentiel, en fait, dans l'apprentissage. La deuxième partie, c'est celle que j'ai fait quand je suis parti de Miami pour, ouvrir une société. Donc j'avais déjà fait on va dire un demi-pas à l'intérieur en particulier de Fering. Eux travaillaient surtout avec des distributeurs et donc ils avaient externalisé toutes leurs activités de distribution dans chacun des pays. Et en fait, à la moitié de mon parcours chez Fering, j'ai transformé le modèle pour, recruter des entités dans lesquelles la vente restait avec nous. C'est-à-dire qu'on n'avait plus que des distributeurs physiques, mais on savait faire la différence entre ce qu'était un distributeur physique qui faisait juste de l'opération logistique pour nous et un partenaire qui avait une force de vente et faisait de la promotion. Donc la moitié de notre business était devenu, des distributions avec une force de vente qui était à nous dans tous les pays. Donc ça nous a pour moi, ça m'a appris à travailler avec, différents pays, différents recrutements, et à gérer la force de vente à distance. Et puis il y avait l'autre modèle qui était un partnership qui est beaucoup plus classique, on va dire, dans le modèle de distribution pharmaceutique. Et
l'autre partie qui était un vrai apprentissage, c'est d'ouvrir cette filiale à partir de rien, de commencer à voir ce qu'était la discussion avec des avocats qui sont plus des avocats business, mais des avocats corporate, qui sont là pour t'aider à structurer ton modèle, à parler de shareholders, à parler de cabinet comptable extérieur, et puis commencer à recruter une équipe. Il faut savoir fondre ton projet. Je veux dire, les gens qui rentrent chez Fering en Colombie, ils t'ont jamais vu avant, ils ne savent pas quitter. Et ils font un choix de te rejoindre. Tu veux quand même des bons, donc tu peux prendre le 1er et tu as pas de bureau, donc il faut créer des bureaux. Donc ça a été j'ai envie de dire la dernière expérience que j'ai eue qui m'a poussé vers l'entrepreneurship, c'était de l'intrapreneurship, et donc c'est à risque mitigé parce que, ah ouais, tu peux te planter sur ta création de filiale, bon, en restant, quand même le CEO de chez Fering, mais tu prends pas les risques financiers qui sont associés, et donc j'avais trouvé ça plutôt chouette, et puis toute la partie, opérationnelle de monter la filiale m'a beaucoup plu. Donc quand, il s'est agi de construire ma propre, compagnie, j'avais pu acquérir, auprès de l'industrie pharma, mon expérience de monter des filiales, mon expérience de travailler avec des avocats, de ce que c'était un acte constitutif, ce que c'était de travailler avec un cabinet comptable, et donc de partir de zéro pour créer quelque chose. Donc voilà, donc mon apprentissage, ça a été ça, en fait. OK. D'un point de vue opérationnel, est-ce que tu as une pratique de management à me partager? Une pratique qui, a fonctionné à un moment donné de ta carrière et qui pourra peut-être être réappliquée, dans une de tes sociétés? Alors, je vais faire une toute petite correction parce qu'en fait, j'aime pas le terme management. OK. Pourquoi? Je l'aime pas parce que, sans doute un peu dans son étymologie, mettre la main sur quelqu'un et l'orienter dans la direction que tu souhaites, c'est pas ma vision, de la collaboration, et donc je parle plutôt d'être leader d'équipe ou, de diriger une équipe, heu, mais pas trop de management. Et alors, j'aimerais dire à travers toutes ces expériences, parce qu'effectivement, j'ai travaillé plusieurs fois au Mexique, j'ai travaillé en Colombie, j'ai travaillé au Brésil, en Argentine, et donc toujours en collaboration avec, différents types d'équipes. Il y a quelque chose qui me paraît, important, c'est que quand tu arrives dans un pays étranger, alors il y a 2 versions, quand tu arrives dans le pays étranger. Tu peux arriver dans un pays étranger en disant: «Ah voilà, je viens pour 3 ans», et puis ensuite tu prends un autre poste. Et à un moment donné, c'est pas très successful, et tu as du mal à faire passer tes messages à tes équipes parce qu'ils cherchent quelque chose de stable. Ils ont envie d'être confiants dans tes projets, ta stratégie, de croire en toi, et s'ils se disent: «Oh bah, celui-là, de toute façon, on en aura un autre dans 3 ans», tu as du mal à créer la confiance. Donc déjà, personnellement, depuis que je suis arrivé dans des pays étrangers, je me suis toujours senti comme dans mon nouveau pays. Et ça change la vision des équipes qui vont collaborer avec toi, et qui vont construire leur futur. Il se trouve qu'à un certain moment, tu es obligé de partir, mais comme partirait un boss dans une entreprise, s'ils ont travaillé avec toi en étant confiants que tu allais rester, que tu allais aider à la développer, je pense que tu as fait une grosse partie du travail. Et puis, il y a un autre truc qui est important pour ceux qui sont plutôt dans la vision, peut-être un peu plus carriériste, d'évoluer, de prendre des postes différents. Il y a un truc que j'ai compris, c'est que, il y a d'abord, quand tu travailles, comme leader dans une société, personnellement, j'estime qu'il y a 70 de ton temps d'activité qui doit être dédié aux autres et à ton équipe. Donc il reste que 30 à l'opérationnel. Alors quand tu dis ça à un CEO, il dit: «Non, mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes là pour bosser, vous êtes pas» bah non, 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 je suis là pour que ça fonctionne. Je suis peut-être à un moment ici de ma carrière, ça peut être très temporaire, c'est vous qui le déciderez, mais mon rôle, c'est de développer toutes ces équipes et de créer de l'autonomie. Donc ça, c'est essentiel. En tant que leader d'une équipe, tu dois, passer, pour moi, ouais, 6, 7, jours sur 10 à être, dans l'accompagnement de tes équipes, à leur tendre une oreille, à leur faire de la rétroalimentation, à comprendre, comment ils vont être plus performants, à écouter leurs, revendications et à écouter leurs, recommandations stratégiques. Et le 30 qui reste, c'est, pour prendre des décisions, et j'ai envie de dire, là encore, une autre recommandation, quand tu es leader d'une équipe, ça ne veut pas dire que tu prends, tu tu définis la stratégie et tu définis tout ce qui doit se faire dans cette équipe. Tu dois recruter une équipe le plus possible diverse, pour qu'elle puisse, t'apporter des idées créatives de chaque part de ton équipe.
Tu dois t'assurer que ces équipes sont capables de communiquer entre elles, c'est-à-dire qu'un financier est capable de donner une opinion sur une stratégie marketing, donc il y a suffisamment de communication. Et ton rôle de maître d'orchestre, j'ai envie de dire, autour de cette équipe, c'est d'arriver à prendre une décision sur les meilleures idées qui sont proposées. Et au cas où il n'y a pas de décision commune qui est prise dans l'équipe, d'être capable de dire: «OK, je prends la décision et on verra ce que ça va donner». Donc ça, c'est, pour moi assez important et donc c'est cette façon-là que je recommande, aux autres et s'ils m'écoutent de gérer cette arrivée dans les pays étrangers. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement, une vision opérationnelle parce qu'il faut quelqu'un qui prenne des décisions, mais laisser en fait l'offre stratégique, opérationnelle, les recommandations à votre comité exécutif pour que ce soit finalement vous plutôt l'arbitre de ces décisions qu'autre chose. Comment est-ce que tu prends en compte les différences culturelles? Parce qu'être leader en Colombie, au Mexique, aux États-Unis, en France ou en Argentine, c'est pas la même chose? Est-ce que tu peux m'expliquer Alors je qu'est-ce pense qu'être leader, ça restera toujours la même chose si ta définition de leadership, c'est d'être à l'écoute et de faciliter la prise de décision pour le bénéfice de la société. La différence culturelle, c'est effectivement, savoir lire entre les lignes. Alors, point 1, je le redis, si tu arrives dans un pays en considérant que tu es supérieur aux autres, ça ne va pas marcher. Donc, tu dis pas, voilà, «Moi, je suis français, la boîte est française, I take decision for you». OK, ça marche pas. Donc, tu arrives dans ce pays-là, tu estimes que c'est ton pays de destination, tu es pas forcément sûr de repartir et donc tu dois apprendre sur l'environnement culturel. Alors, il faut apprendre ce que veut dire un oui, ce que veut dire un non, parce que tous les pays n'ont pas la même vision. Personnellement, j'ai travaillé sur, la plupart des pays d'Amérique latine. Je peux t'assurer que, au Mexique, le oui est très fréquent, mais très peu accompagné d'une action qui correspond au oui. L'action peut être non, ou tout simplement on s'en fout. On te dit oui parce que tu as demandé et que finalement tu es le patron, donc je te dis oui. Les Colombiens posent assez souvent des questions pour comprendre la décision, qu'ils doivent prendre et ensuite ils prennent une décision plutôt éclairée. Les Argentins posent la question avant même que tu leur donnes les orientations. Donc, c'est une culture de, puedo hacer una pregunta. Ils veulent faire une question, ils veulent, donner leur avis et souvent, ils vont se batailler pour leur avis. Pas forcément pour la décision finale, mais leur avis doit être pris en compte, sinon ça ne marche pas. Donc il y a un côté, heu, bah, on dit peleador, je sais pas trop comment on dit ça, mais ils ont besoin de batailler pour exprimer leurs idées et donc c'est aussi un des pays où on voit un peu plus de syndicalisme d'ailleurs, plus européen que le reste des autres pays. Donc ça, il faut le comprendre, et pour ça, il faut pas s'imposer. Il faut, alors si on est, à la tête d'un comité exécutif, je pense qu'on a besoin de ces moments off-site. On a besoin de sortir de l'entreprise, on a besoin de se connaître davantage, on a besoin de montrer sa fragilité. Bon, c'est pas moi qui l'invente, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bouquins où on parle de justement de montrer ses émotions, sa fragilité, montrer qu'on est humain. Donc c'est aussi une recommandation, et en particulier parce que même quand on est au Mexique, ici, sur un comité exécutif, il est peu sûr qu'on ait que des Mexicains. Bien souvent, il y a des transversaux qui arrivent, des États-Unis, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et ils ont pas du tout les mêmes approches. Donc il faut être capable de, justement, les aider à se comprendre, à connaître leurs valeurs, savoir pourquoi ils pensent de cette façon-là et donc ça passe sur du travail de groupe, ça passe sur du travail du travail, ouais, off-site, il faut sortir, il faut se dévoiler, il faut être sincère et réel sur sa façon de faire, de prendre ses décisions et parfois, oui, il faut en arriver à ces moments où, moi je me rappelle de quelques exercices, fantastiques que j'ai pu faire avec mon comité exécutif pour mieux les connaître, où tout simplement on en est à dessiner notre arbre de vie et à l'expliquer aux autres. Arbre de vie étant, d'où je viens, quelles sont mes racines, qu'est-ce qui a construit ma force et les colonnes de ma vie, quelles sont les branches dans lesquelles je me suis lancé et quelles sont les branchioles sur lesquelles je voudrais aller. Et ça, si tu es capable de l'expliquer à tes collègues, évidemment, tu vas retrouver des moments forts de ta vie et donc tu t'es fragilisé. Mais quand on se fragilise, on redevient humain et on commence à se connaître. Et donc, quand on s'est un peu dévoilé, c'est beaucoup plus facile ensuite de dire à, celui qui est censé être le patron, «Je suis pas d'accord».
Moi, je me suis bataillé pendant des mois et des mois, au Mexique pour que, les gens autour de ma table acceptent de dire: «Je ne suis pas d'accord». Ils préféraient pas le dire. Mais même après ces stages, hein, ces moments émotionnels, ils ne voulaient pas, dire: «Je ne suis pas d'accord». Je me rappelle dans cette histoire d'arbre de vie, donc chacun construit son histoire, en fait. Ouais. C'est pas un arbre généalogique, en fait, on dit arbre de vie parce que on te demande de partir depuis les racines, donc sans doute un peu de ton enfance, expliquer comment tu t'es construit dans ton enfance, adolescence. Le tronc représente sans doute ce qui a été le plus fort, ta colonne de support dans ta vie, et puis ensuite les branches, correspondent à tes orientations, peut-être tes parcours qui ont changé à travers le temps, et les feuilles seraient plutôt la version du futur où, tu estimes que tu as envie d'aller. Et donc, comme chacun dessine son arbre, alors, je parle pas des talents de dessinateur, hein, qui sont pas forcément associés à à toutes les personnes dans un comité exécutif. Personnellement, je ne sais pas dessiner et puis j'ai aucun talent, donc mon arbre ressemblait à ce qui ressemblait. Mais je me rappelle très bien d'un de mes gars dans le comité exécutif que j'avais toujours trouvé, alors assez performant dans ses résultats, mais très brouillon dans la gestion de ses idées, et je vois son arbre, je dis: «Oh! Enfin, je comprends qui il est». Le mec, il te dessine un saule pleureur, toutes les feuilles sont torsadées, enfin ça retombe, et là je me dis: «Bah, voilà, je veux dire, son arbre est plein de confusion», et donc il est sans doute il est pas très clair dans son explication. Les feuilles se mélangent, les branches se mélangent, et c'était exactement lui. Alors, c'est le type d'exercice que tu ne fais que, alors nous on l'a fait évidemment avec des coachs, professionnels, parce que tu te dépoiles, hein. Tu à un moment, quand tu parles de ton histoire, si tu fais l'exercice sérieusement, tu vas avoir, 30 40 des gens qui vont se mettre à pleurer à un moment de leur présentation, hein. Donc cet arbre, il a quelque chose de fort, de puissant sur: «Je m'ouvre à l'autre», tu te dévoiles, et tout le monde se dévoile, et donc on crée cette relation de confiance, puisque l'idée, c'était de créer de la confiance dans le comité exécutif pour que on n'en soit plus à avoir peur d'exprimer ses idées, on n'en soit plus à dire: «Mais qu'est-ce que l'autre va penser?» Quand tout le monde est à poil, tout le monde pense plus ou moins de la même façon. Alors, plus facile de dessiner un arbre que de se mettre à poil autour d'une table. Donc on est parti sur les arbres, et ensuite il y a eu plein d'autres exercices, hein, des exercices où, je me rappelle d'un exercice où on se mettait des masques blancs, donc et sur le masque, on écrivait ce qu'on pensait que les autres percevaient de nous-mêmes, et ensuite tu te croises et tu lis ce que l'autre pense de lui, et en même temps tu le connais parce que tu sais même s'il est derrière son masque, et tu rajoutes un mot sur toi, ce que tu penses de lui, et donc très, très fort. Donc c'est des choses que tu vas construire avec ton équipe, et je pense que cette création de confiance, elle doit arriver très tôt dans l'exercice. Alors, c'est souvent des investissements que les boîtes ne sont pas prêtes à faire. Elles t'envoient un expat, le mec, je ne sais pas, il arrive d'Arabie Saoudite, il arrive au Mexique, on lui demande de prendre en charge le comité, personne ne se comprend, tout le monde dit oui, mais personne ne fait rien, et personne dit si le mec va rester, pas rester. Donc, ça devient impossible. Enfin, tu peux pas gérer des personnes humaines en leur mettant en place un patron qui a pas encore compris leur culture, qui comprend pas que si tu lèves un peu la voix, et c'est le cas au Mexique, si tu as pas mis, 10 mots, doux dans la phrase, en fait, ils ont l'impression que la phrase est trop dure. Et là, moi, je peux te dire un autre exemple de quelque chose que j'ai pu faire pour faciliter la communication. Et je leur ai dit: «On va faire une réunion de comité exécutif en anglais». Je veux enlever cette barrière du: «Je suis français, vous êtes, latino, et on parle que dans votre langue», et ça ne marche pas, en particulier au Mexique, mais bon, c'est quand même assez commun, peut-être moins chez les Argentins qui sont plus européens. Mais ici, avant d'en arriver au cœur du sujet, tu as parlé de la grand-mère, de la tante, de ce qui m'est passé hier, de: «Ah, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête», et puis à la fin, il va rester 3 minutes pour parler du sujet concret, quoi. Donc la version latine, c'est, ce que j'aurais pu dire en une phrase, je vais le dire en 10 phrases. On a du mal, à suivre quand on n'est pas forcément latino, et puis surtout, une perte de temps extraordinaire. Donc j'avais aussi décidé que, bah, les réunions du comité exécutif se feraient en anglais, et alors là, du coup, tu parles dans la structure, quoi. Parce que tout le monde est obligé de faire un effort,
on n'aime pas forcément, parler anglais, donc tu vas direct to the point et franchement, mais c'est une vraie facilité dans la discussion, quoi. Quand tout le monde parle dans un langage étranger, du coup, on se juge plus, il y a pas de mésinterprétation et en particulier pour les latinos, je recommande, si l'équipe peut le faire, hein, je veux dire toutes les équipes peuvent pas faire que des réunions en anglais, mais franchement, super efficace. Donc voilà, ça serait les 2 recommandations, baisser le voile et rentrer dans des exercices qui réellement, dévoilent les gens et leur permettent d'enlever les barrières émotionnelles et on va dire, se ramener à ce que nous sommes, des êtres humains avec des rôles différents et d'un autre côté, passer certaines barrières qui peuvent être des barrières culturelles du langage étendues dans certains pays dont on devrait un peu passer au-dessus parce qu'elles elles biaisent un peu l'interprétation et le direct, qu'on cherche dans l'opérationnel. Voilà, de petites idées, Bien. mais qui marchent pour apprendre à connaître les autres. Comment est-ce que tu définis la notion d'engagement au travail et selon toi, quels sont les facteurs qui permettent d'engager ou de favoriser l'engagement au travail des collaborateurs? Alors pour moi, l'engagement au travail, il y a sans doute une partie, heu, passionnelle et associée aux valeurs. C'est-à-dire, je suis engagé parce que les valeurs du travail ou de la société dans laquelle je suis correspondent à mes valeurs et le travail que je produis correspond à une certaine passion. C'est-à-dire, j'ai un certain enthousiasme, donc je m'engage dans mon travail, je viens avec plaisir et donc je vais continuer à travailler pour cette société. Dans le plaisir, il y a aussi la relation aux autres. Je me rappelle que très fréquemment dans les études qui sont faites sur l'engagement, il y a, une des questions qui est de savoir si tu as ton meilleur ami au travail. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire engagement, comment ça my best friend at work? Heu et puis en fait quand tu grattes un peu, tu comprends la question et tu te rends compte que, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de gens qui sont engagés quand ils ont quelqu'un avec qui ils vont parler au travail. Alors c'est pas forcément le best friend, c'est pas le mec que tu connais depuis ton enfance, mais c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir échanger aussi sur tes problèmes et je pense que ça c'est une question qui est souvent, mal comprise dans les tests d'engagement dans les entreprises, mais qui a toute une importance et sur laquelle en fait, on en revient un peu à ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'il faut créer du lien humain entre les gens pour qu'ils soient engagés. S'ils viennent juste pour effectuer une tâche, moui très probablement, le jour où ils peuvent faire la même tâche, plus près de chez eux ou à un meilleur tarif, ils vont aller la faire ailleurs. Donc avoir des amis au boulot, ouais, ça a du sens. Hem, donc comment on crée de l'engagement dans tout ça? Je pense que la génération Z, alpha, les derniers milléniums sont très exigeants sur la place dans laquelle ils vont travailler. Ils demandent, assez souvent justement de partager les valeurs de la société donc mais alors il ne s'agit pas de les partager sur le mur, c'est-à-dire qu'on ne met pas, transparence, humanité, non, non, les valeurs d'une compagnie, elles doivent se sentir au premier contact, hein. Quand je racontais tout à l'heure que, Michel Pettigrew, qui était le CEO de Fairing, me reçoit, me présente les valeurs et en réponse, je lui dis: «Donc je peux venir avec mon mari et mes enfants?» et qu'en une minute, il me répond: «Mais évidemment». Voilà, ça, c'est vivre les valeurs d'une entreprise, OK? C'est afficher qu'on est, diversité open, LGBT welcome. Non, non, ça, les certificats aujourd'hui, franchement, le nombre d'entreprises qui font des certificats pour, juste cocher la case: «On a le certificat, human rights, LGBT rights», tout ça et puis en fait, quand tu regardes dans le fond, tu mets 2 personnes à côté, personnellement, je fais des formations d'entreprise, tu vois 2 personnes à côté, tu te dis: «OK, donc perception, mais donc les 2 a priori, ils sont homosexuels. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils se sont parlé? Est-ce qu'ils se parlent de leur vie? Pas du tout». Voilà, donc je suis allé chez HubSpot il y a quelques années en Colombie, pour faire justement, un travail sur, la conscientisation, sur la reproduction, sur l'accès pour les LGBT, tout ça et en fait, il me disait: «Ah ben les gens viennent chez nous pour, toutes nos valeurs et tous les bénéfices et tout ça». Je dis: «Bah, OK, mais donc ces 2 personnes-là se parlent pas et vous me dites qu'il y a plein de bénéfices et que les gens se sentent bien?» C'est pas ça, c'est pas sur le papier. C'est-à-dire si les 2 voisins de bureau, sont pas capables d'échanger sur ce qu'ils ont fait la veille, et ben, il y a les valeurs sont pas partagées. Je veux dire, on est là juste pour le papier. Donc l'engagement, c'est vivre les valeurs, c'est les faire sentir aux employés, c'est de dire si on écoute les employés, être capable,
de manière mensuelle, de faire une rétroalimentation, un feedback à ses employés. Combien de patrons ne font pas de feedback ou le font à la fin de l'année parce qu'ils doivent remplir le papier pour la promotion ou pour le bonus et qu'on leur demande de faire, voilà. Alors il y a des boîtes qui ont dit: «OK, mais on va le faire 2 fois dans l'année». Mais ça a aucun sens. Je veux dire, si tu es dans une culture de la rétroalimentation, ça signifie que, à chaque fois que ton employé te le demande, tu vas être disponible pour lui. Donc, je reviens à l'idée du 70-30, 70 pour tes employés. Si tu as quelqu'un de ton comité exécutif qui a besoin de te parler, pas lui dire: «OK, non, on se voit dans 6 mois pour parler de ta performance». C'est ridicule. La rétroalimentation, c'est on demand et d'ailleurs, c'est tellement on demand que ça doit être on demand on both sides. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin, en tant que, leader d'un groupe, que mes employés me fassent de la rétroalimentation. Alors, très souvent, ils vont pas le faire, ils ont tellement peur. Donc, tant que tu as pas créé la confiance, tu as pas de rétroalimentation de tes employés. Si tu as pas de rétroalimentation de tes employés, tu peux pas progresser. Donc, tu es dans un vrai cercle vicieux. D'où la confiance, se sentir, humain et sans doute pour un patron qui veut de la rétroalimentation, créer ces opportunités. Donc, personnellement, je le faisais tous les 2 mois. C'était une session, ils se réunissaient sans moi. Ils échangeaient entre eux et de là sortait une feuille avec, la rétroalimentation de Vincent et ce qu'on veut lui dire aujourd'hui et sur quoi on pense qu'il est bien, qu'il doit s'améliorer et faire d'autres choses. Et ils le faisaient en groupe, c'était sans doute plus facile qu'individuellement, mais j'étais capable de demander à certains qui étaient peut-être plus performants là-dedans ou qui se sentaient mieux, de venir dans mon bureau en me disant: «OK, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses que je dois faire?» Donc on n'est pas seulement dans l'exigence du top-down, c'est aussi du down-up. C'est-à-dire on attend de nos employés qu'ils soient capables de nous faire de la rétroalimentation et on doit être capable d'en faire beaucoup. Donc je pense que la rétroalimentation pour cette génération est essentielle. La capacité de ne pas être récurrent dans l'action, donc c'est-à-dire d'avoir une capacité de changer sa carrière, de faire plus de choses, de changer les projets et sans doute aussi d'être augmenté comme avec plus de fréquence que l'ont été les générations d'avant, ça fait partie aussi des motivations. Alors il y a un bouquin qui s'appelle Génération X qui est très bien écrit là-dessus et qui montre tout ce que sont les nouvelles tendances en termes d'expectatives des nouvelles générations quand elles arrivent dans les entreprises. Bon, voilà, donc ce que je dis, ça en fait partie. Je pense qu'il y a plein de bouquins là-dessus et les CEO doivent se cultiver sur ce genre de lecture pour vraiment voir ce qui est en train de se passer. Et puis, dans la motivation, il y a comprendre que, la société change. Alors, je parle pas forcément que des générations X et autres, je parle en général sur les tendances vers l'individualisme, les tendances vers la non-communication entre les individus, le fait qu'aujourd'hui, la famille qui était sans doute au cœur des préoccupations des entreprises, il y avait la journée de la femme, la journée des enfants, la journée de la mère, du père. Bah, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec, la fête des mères dans une société où tu as, 40 des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants ou qui ne savent pas si elles vont en avoir? Tu continues à faire, la fête des pères, la fête des mères ou tu fais peut-être la fête de la famille et tu intègres que la famille aujourd'hui, elle a changé. Les familles non traditionnelles sont presque plus fréquentes, dans certaines entreprises que les familles traditionnelles. Qu'est-ce que c'est que la famille non traditionnelle? Alors c'est un mot un peu bizarre, ici on dit familias diversas, j'aime mieux le mot diversité, mais non traditionnelle, c'est qu'aujourd'hui, un homme seul peut décider de faire sa vie de famille seul. Une femme seule, pareil. Une femme peut décider d'avoir un enfant et d'être donc mère, enfant, sans mari. Heu, une personne peut décider que sa famille, c'est son animal de compagnie. Donc quand si tu veux créer de la motivation, il faut que tes bénéfices en entreprise soient un peu plus à la carte. Si tu les fais sur le modèle familial traditionnel d'il y a 50 ans, évidemment qu'il y a un moment, ils vont dire: «Non, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi, vous me dites que le gros bénéfice de la boîte, c'est la police d'assurance, ça couvre, ma femme, mes enfants, ma grand-mère et je vis seul avec mon chien. Donc moi, ce que je veux, c'est une police d'assurance qui couvre mon petit animal de compagnie». Et ben voilà, bah, ça, c'est la tendance américaine aujourd'hui, d'ouvrir les bénéfices sur les nouvelles tendances familiales, sur les nouvelles tendances générationnelles, bénéfice à la carte, pas le bénéfice global à tout le monde. C'est un truc sur lequel je travaille beaucoup évidemment parce que, une partie de mon développement de compagnie, c'est Mmh. d'intégrer des bénéfices sur la fertilité. La fertilité en compagnie, ça signifie,
effectivement, qu'on est capable de proposer à des employés et eux, une congélation de leurs ovules, aux employés et congélation de leur sperme et de les accompagner dans le coût que ça peut représenter, puisque c'est encore, en tout cas dans la partie des Amériques en général, on parle d'un marché privé, donc out of pocket. Et donc ces entreprises-là, elles se posent la question. Les États-Unis ont déjà fait le pas en avant. L'Amérique latine, le Mexique suivra sans doute après les États-Unis et le Canada. Mais donc motiver cette nouvelle génération qui arrive, c'est aussi écouter leurs préoccupations qui ne sont pas celles de la famille, de la tradition antérieure, qui ne sont pas celles d'avoir un prêt pour acheter une maison, puisque la plupart ne sont pas prêts à acheter une maison. Un prêt pour avoir une voiture, ça ne les intéresse pas. Pourquoi tu vas leur dire que ils peuvent racheter leur voiture à la fin du lease? Mais moi, j'aurais pas de voiture. Ça veut dire, si c'est ça mon bénéfice, merci, mais file-moi une bike, parce que moi, je vais en vélo. Donne-moi le bénéfice qui correspond. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est sans doute plus compliqué. Je pense qu'il y a plein de bouquins qui sont faits et qui nous expliquent justement ces transitions générationnelles qui sont plus accélérées aujourd'hui parce qu'elles sont accompagnées de l'intelligence artificielle, des outils de médias, d'une communication qui n'est plus la communication qu'on a connue, qui est un peu de la non-communication. Et donc, il faut préparer nos équipes à recruter en écoutant davantage ce que sont ces nouvelles générations. Et on n'est pas forcément prêt, hein. Moi, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est sur ça s'appelle The Anxious Generation. Et franchement, quand on lit ce qu'est la génération Z et Alpha et leurs préoccupations et leur stress à rentrer dans la vie, on se dit: «Waouh, je ne sais pas comment ils vont être préparés pour entrer dans une entreprise». Ils sont stressés par plein de choses, ils sont anxieux beaucoup plus on ne l'était nous, anxieux pour des trucs beaucoup plus subtils, mais qu'on comprend, hein, sur leur génération. Mais tu vois, il y en a tu vois ce bouquin, tu te rends compte qu'il y a un pic exponentiel d'hospitalisation pour anxiété aux États-Unis et en Angleterre en 2010 et l'auteur te demande pourquoi. C'est pas l'iPhone il est arrivé en 2008, on est en 2010, bon et c'est plus orienté vers les femmes. Ah bon? Les jeunes adolescentes. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et puis, bah, finalement, il te fait réfléchir et puis il t'amène sur le fait que 2010, apparition du selfie. Eh ben, le selfie, ça a été juste une claque dans la tronche des adolescents qui ont commencé à se prendre la photo, à se comparer et donc dans la non-communication, leur outil, c'était: «Je partage mes photos» et «Je partage mes photos», c'est: «Je partage les commentaires des autres». Je me compare et tout ça. Et franchement, avant que j'arrive à penser que le selfie puisse être un impactant sur les générations des jeunes que je suis en train de recruter parce qu'ils ont 18 ou 20 ans, il y a du chemin à faire donc ouais, il faut lire. Alors ça, c'est un autre conseil que je donne à tous les leaders d'entreprise, perso, mon pseudo, c'est Vince the Reader. Je suis pas seulement Vincent. Vince the Reader, c'est un livre par semaine en audiobook et beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans le management, dans le leadership. Alors, je lis sur le management, même si j'aime pas le terme, je le lis quand même parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent le mot management. Leadership, psychologie sociale, nouvelle génération et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, s'est un peu perdu. Ce côté, je me cultive. Alors bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts et donc ça aide aussi. Mais la lecture qui est souvent un travail, plus long, plus profond de recherche, documenté, heu c'est quand même assez super pour rester updated, quoi. OK. Est-ce que tu as un indispensable, un livre de chevet que tu peux me recommander? Ah ouais, j'en ai tellement plein la tête, des bouquins, ah si, il y en a un, qui s'appelle, un bouquin de Ray Dalio qui s'appelle Principles. Alors, l'histoire de Principles est assez particulière, là, pour rebondir un peu sur ce côté, création d'équipe, quand j'ai monté la filiale de Fering en Colombie, donc on avait, il y avait pas de bouquin sur, les principes. Voilà, c'était une nouvelle filiale, bon, il y avait des trucs sur les valeurs et qui avaient été faits au niveau corporate, mais moi, ça me paraissait pas suffisant et comme on avait créé cette sorte d'équipe, qui était, alors une bonne partie basée en Colombie, mais les autres étaient distribués dans plein de pays avec des cultures différentes, mais on n'était pas trop nombreux, j'ai demandé à 12 personnes de lire un bouquin qui était le bouquin de Ray Dalio, Principles et dans lequel, Ray Dalio expose, comment il a créé Bridgewater, qui était un fonds d'investissement et donc et avec des vrais principes, il explique ce que c'est qu'un principe, sur quoi c'est basé, comment, on construit des équipes
Donc tout le monde a lu le bouquin et à partir de là, je leur ai demandé de choisir les principes qu'ils voulaient intégrer pour la filiale. Chacun a pu présenter son cas et ensuite, alors, on a eu pas mal de coachs qui sont venus travailler avec nous pour développer le Guides and Principles de notre organisation qui s'appelait LAPD, Latin America Partners and Distributors. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui construit tes équipes parce que c'est pas que tu les as recrutés. Tu les as recrutés et tu leur as demandé d'établir les principes de base dans lesquels ils voulaient travailler pour que ça fonctionne. Autant te dire que quand tu as fait cet effort-là, personne va venir te chatouiller en disant non, mais je suis pas d'accord. Tu rigoles. On l'a fait ensemble. On se l'a expliqué. On a défini le contenu ligne par ligne. Et franchement, c'était un exercice qui reste fantastique. Alors, il a fait un autre bouquin après, j'ai pas trop aimé. Mais Principal Red Allure, alors c'est un gros truc. C'est pas forcément le bouquin qu'on a envie de lire le matin, comme ça au réveil. Mais il y en a plein d'autres que je peux recommander. Et puis sinon, il suffit d'aller sur Instagram, Vince the Reader, ou sur ma page LinkedIn, Vince the Reader. Et là, il y a toute une liste de bouquins. Et je publie des vidéos à chaque bouquin. Donc, OK. Moi, je mettrai le hyper lien confiant. de ton site en descriptif de l'épisode, comme ça les auditeurs qui souhaitent. Ah, absolument. Ouais, À ouais. chaque fois, j'essaye de faire un truc. Alors bon, il y en a qui sont en anglais, d'autres en espagnol, d'autres. Il y en a très peu en français. Je note toujours que je pense que c'est la première fois que je fais un podcast en français Il de toute faut, ma carrière, quoi. Mais je préfère m'expliquer. Encore une fois, je reviens sur je trouve que l'anglais est beaucoup plus direct pour passer des idées. Et donc, j'ai plutôt tendance à essayer de le faire en anglais, malgré mon accent français un peu terrible. le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, quel était-il? Écoute, il y a un conseil qu'on m'a donné il y a pas longtemps, d'un copain ici qui est président de la chambre de commerce et qui m'a dit, parce que je lui présentais tous mes projets et j'ai un peu tendance à être, dans ce flot d'idées, toujours en hyperactivité. Mais écoute, je vais te dire un truc tout simple, tu travailles pas pour moins de 60 000 pesos par mois. Donc chaque projet que tu vas rentrer, tu mets une base et tu factures. Et alors, bizarrement, donc d'abord, c'est quelque chose que je suis au compte-gouttes, hein. Définitivement, je facture. Mais c'est n'importe quel service qu'on me propose, n'importe quelle mission, c'est le tarif minimum. Heu, Parce que bizarrement, si ma carrière était plutôt assez brillante sur la commercialisation, la négociation et tout ça, je suis plutôt pathétique à négocier pour mon business et pour moi. Se Alors, vendre. j'ai tendance à offrir, enfin, tu vois, être tellement empathique et passionné par mon truc qu'en fait, tu réponds à tous les problèmes de tout le monde, gratuitement et puis, tu arrives à la fin du mois, tu dis: «Putain, merde, ça, j'aurais peut-être pu le facturer. Bon, c'est trop tard, allez, c'est pas grave, on fera la prochaine fois». Donc je suis pas très bon négociateur pour mon propre business. Bon, je pense que ça va changer et donc Xavier m'a pas mal aidé là-dessus en me disant: «Écoute, mets-toi au moins un minimum, comme ça, au moins, ceux qui peuvent pas l'assumer, ils vont pas venir te gratter le dos, toutes les 5 minutes pour demander un conseil, quoi». Donc voilà, c'est un des conseils, ouais. Il faut savoir facturer ce qu'on ce qu'on vaut et les services qu'on produit. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui souhaite entreprendre? Ouais, ça serait un peu prétentieux, je commence à peine, on va dire ma vie d'entrepreneur. J'ai envie de dire, entreprendre, c'est juste fantastique. C'est-à-dire, tu es un peu le patron de tes idées, de ta stratégie et donc je pense qu'il faut se lancer, mais il faut se lancer avec un peu d'épaule. Alors, tout le monde ne se lance pas dans l'entrepreneuriat après 50 ans. Je pense que c'est pas forcément le truc classique, donc c'est peut-être pour ça que moi, ça me cause un peu des soucis parce que j'ai des frais fixes. J'ai les frais fixes d'une famille, des enfants, des écoles. Quand tu commences à 20 ans, l'entrepreneuriat, je vois mon fils, il est en train de se lancer dans un truc de création de design sur des t-shirts, faire ses lignes de produits de vêtements. Ouais, il a zéro souci. En plus, c'est même pas lui qui finance. Donc, fantastique, non? Donc, mais c'est une vraie expérience, c'est un vrai plaisir. Donc, il faut juste avoir le temps et les coups des franges dans le sens que, voilà, ça coûte de l'argent et du temps et pendant que tu fais ça, tu fais pas autre chose. Donc, se lancer, oui, mais avec les moyens de se lancer, quoi. Bon, moi, ça m'a coûté 50 ans, hein, peut-être que c'était un peu tard. OK. Merci beaucoup Vincent, merci pour cet échange. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi sur l'industrie de la fertilité, ton histoire, ton aventure à travers, l'Amérique latine. Je te remercie pour ce moment. Merci, c'est toujours agréable de partager encore une fois et j'espère que certains tireront quelques bénéfices de ces quelques recommandations. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.